Voilà, paf. Messieurs, Boker Tov, la Séouda est offerte. Vous allez le finir ce paquet, oui. Voilà. Dis-moi, c'est mieux que rien. Mieux que rien. Vous reviendrez, hein. Ça m'étonne pas de lui. Messieurs, donc un grand Mazetov, la famille Amar, je vous rappelle juste après la Brit Mila. Un grand Mazetov aussi pour la nomination de la petite fille que nous venons de faire. Le papa, il est, voilà. Mazel tov. Il est là. Il est là. D'accord. Donc on s'installe tout de suite le cours de notre rabbin. Un petit quart d'heure, on enchaîne tout de suite avec la Brit Mila. Messieurs, installez-vous. Bechavod, monsieur le rabbin, c'est à vous. Boker tov, messieurs, comme vous avez remarqué, ces derniers jours, on nous propose des petites études sur la destruction du Beth Amikdash, forcément, puisqu'on approche gentiment de Tisha B'Av. On a le prophète de référence sur toute l'histoire de la destruction du Beth Amikdash, c'est bien évidemment le prophète de Jérémie. D'accord, bien sûr. D'accord, c'est le prophète de Jérémie qui va nous accompagner dans tout ce cheminement. Alors on a un verset dans Yirmia qui nous dit Miaï shechacham veyaven etzot. Qui est l'homme suffisamment sage pour comprendre les choses? Qui? Personne comprend. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu se plaint parce qu'il nous envoie plein de signes, mais personne ne comprend rien. Donc il se pose la question ici dans le verset en disant Miaï shechacham. Qui va arriver avec un peu de chorma pour être capable d'interpréter les choses, de les comprendre? Vacher diberpi Hashem et la veyagida alma avda haaretz. Parce que Akadosh Baruch Hu m'a posé la question, dit le prophète Jérémie. Il me dit, Jérémie, alma avda haaretz. Pourquoi la terre a été détruite? On parle ici du Beth Amikdash. Donc on pose la question de base. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que on en arrive à la destruction du Beth Amikdash? Si on revient en théorie, normalement on ne pourrait pas imaginer qu'une nation, quelle qu'elle soit, puisse avoir la main sur la maison de Dieu. Si on considère que c'est le lieu dans lequel la résidence d'Akadosh Baruch Hu, il y a la Shechina, il y a la spiritualité, la Kedusha, enfin tout ce qu'on peut comprendre sur le Beth Amikdash, d'accord? Donc on est à un niveau très élevé. Là où on nous dit que, attends, tu imagines, s'il y a un membre du peuple d'Israël qui n'est pas le Kohen Gadol, qui rentre à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, il meurt sur place, etc. Comment? On dit ça d'un côté dans la Torah, et de l'autre côté on dit, ouais, bah tu vois, n'importe qui est rentré à l'intérieur, les Romains, les Grecs, enfin tout le monde est rentré là-dedans, d'accord, c'est une auberge ce truc-là, d'accord, tout le monde rentre, il y en a d'autres qui ont eu des relations sexuelles avec une prostituée à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, tu te moques de moi, d'un côté tu me dis, c'est un lieu kadosh, celui qui met les pieds à l'intérieur, il meurt sur place, des fois même le Kohen Gadol mourait sur place parce qu'il n'était pas suffisamment dans la concentration, et d'un autre côté tu me dis, oui, bah c'est n'importe qui est rentré, ils ont tout saccagé, ils ont tout brûlé. D'accord? Donc en fait, on nous pose la question. On nous dit, Michacham beyaven etzot. C'est quoi? Il n'y en a pas un qui est capable de comprendre un peu, de creuser les choses, de se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à un tel, de tels gestes? D'accord? Et surtout, donc, à Akadosh Baruch Hu qui a laissé faire la destruction du Beth Amikdash. Pourquoi je dis laisser faire? Parce qu'on nous dit dans le Nefesh HaChaim, on nous dit qu'en réalité, le Beth Amikdash était déjà détruit avant d'être détruit. C'est-à-dire que spirituellement, le Beth Amikdash était déjà vide. Ça veut dire qu'à cause du comportement du clan d'Israël, la Shrina a quitté le Beth Amikdash. Déjà à cause du comportement, il ne faut pas croire que ce sont les Romains ou les autres qui sont venus le détruire. Il était déjà détruit. Parce que tout ça, toute cette construction du Beth Amikdash, elle tient par la construction spirituelle de notre comportement. Ça veut dire que quand on fait des mitzvot, etc., on maintient, on renforce les bases de la construction. Mais si nous, on est complètement détachés de la Torah, alors en fait, il n'y a plus rien qui tient. Oui, il y a les murs, mais ce sont des murs vides. D'accord? Les Haramim nous disent, l'expression de Haramim, c'est dire que les Romains, ils sont venus et ils ont moulu de la farine qui était déjà moulue. C'est-à-dire, la coquille est vide, il n'y a déjà plus rien. D'accord? Mais la question, donc, elle revient toujours. Mais pourquoi il n'y a déjà plus rien? D'accord? Comment on en est arrivé là? Alors, il y a différentes explications, mais celle qu'on nous donne ici, là, mais qui est très connue, celle de la Gemara en réalité. On nous dit, laissons de côté l'histoire des 3 fautes capitales, la haine gratuite, laissons de côté tout ça. Ici, on nous propose autre chose, c'est la Gemara. On nous dit, Al Osvam Torati, le fond du fond. Si on en a pu en arriver là, c'est que le clan d'Israël a abandonné ma Torah. C'est ça le problème. Ils ont abandonné ma Torah. Après, sur les détails de qu'est-ce qu'ils ont abandonné, qu'est-ce qu'ils ont truc, d'accord, mais sur le fond, c'est qu'en réalité, on s'est détaché, on s'est séparé de notre source. D'accord? C'est comme si tu déconnectes quelque chose. Tu prends une plante, tu l'arraches de la terre. Eh ben, elle meurt. Eh bien, le clan d'Israël, tu l'arraches de la Torah, il meurt. Mais là, le problème, c'est pas
que les nations nous ont arraché de la Torah, c'est que nous avons décidé nous-mêmes de nous séparer de la Torah. D'accord, à cette époque-là. Il y a eu une volonté. Et ce qui est incroyable, c'est que là, ici, Rabbi Yehuda, nous, dans l'enseignement, nous dit « Shelo barchu birkot ha-Torah, lifne she'asku ba-Torah ». On dit que la critique qu'on fait au clan Israël ici, c'est pas simplement qu'ils n'ont pas étudié la Torah, qu'ils sont devenus des Réchaïm et qui faisaient n'importe quoi. Pas simplement ça. On va encore un peu plus loin. L'enseignement nous dit, c'est parce qu'ils étudiaient la Torah. Alors écoutez, hein, ils étudiaient la Torah, mais sans réciter la bracha avant d'étudier la Torah. C'est-à-dire que la fameuse bracha de la Torah, Asher Bachar Banu Mikol Amim, d'accord, qu'on fait quand on monte au Sefer Torah. On dit, tu sais quoi, la faute capitale, hein, qui a amené la destruction du Beth Amikdash, c'est quoi? C'est que tu étudiais la Torah, mais tu lui faisais pas de bracha. C'est à cause de ça que le Beth Amikdash a été détruit. Alors tous nos commentateurs, ils posent la question, ils disent, mais c'est quoi, tu rigoles ou quoi? Quoi, si tu me dis qu'on était idolâtres, qu'on mangeait n'importe quoi, qu'on faisait n'importe quoi, je comprends. Mais là que tu me dis, on étudiait quand même la Torah, mais le seul problème c'est de ne pas avoir resté une bracha avant. Enfin, où est le problème? Enfin, ça a l'air un peu disproportionné comme punition par rapport au fait de ne pas faire la bracha. Il y a deux réponses proposées ici par le commentaire. Qu'est-ce qu'on représente le fait de faire une bracha avant d'étudier la Torah? Pourquoi est-ce que on a instauré comme ça, la Torah a instauré de faire une bracha, de réciter une bracha avant d'étudier la Torah? Il faut comprendre que une des notions, c'est que quand on fait une bracha avant de faire quelque chose, ça donne de l'importance à la chose. C'est ça l'idée. Quand je mets mes tefilines, vous savez que la halakha nous dit, tu mets tes tefilines, t'as oublié de faire la bracha, la mitzvah elle est quand même faite. La bracha ne fait pas la mitzvah, c'est le geste qui fait la mitzvah. Ah bon, alors du coup, pourquoi est-ce que nos chachamim nous cassent les pieds à nous dire attention, il faut que tu fasses la bracha, et comment il faut la faire, etc. Pourquoi? De toute façon, il suffit de le mettre pour que la mitzvah soit faite. Réponse, parce qu'en faisant une bracha avant de faire le geste, je donne de l'importance, j'arrive à me concentrer, à prendre conscience de ce que je m'apprête à faire, d'accord, au lieu de le faire comme ça machinalement. Non, je m'arrête, je fais une bracha, je prends conscience de ce que je suis en train de faire, et du coup, de quoi? Exactement, d'accord. Donc ça donne comme ça cette empreinte sur le geste, et donc du coup c'est important. Ça marque l'acte. Ça marque l'acte, ça marque le temps. Donc en fait la concentration, ça marque toute cette idée-là. D'accord, c'est exactement la même idée. On est d'accord. Donc du coup, si toi tu étudies la Torah, mais sans faire de bracha avant, c'est comme si tu ne donnais pas d'importance à la Torah en question. C'est-à-dire c'est comme si tu feuilletais un roman, quoi. D'accord. On dit pas que tu l'as pas feuilleté le roman. Oui, tu l'as lu. Mais tu lui as pas donné d'importance, tu lui as pas conféré quelque chose en plus. Le quelque chose en plus, c'est la bracha que tu récites avant. Deuxième chose, lorsqu'on récite une bracha dans tous les domaines, la bracha fait une connexion entre ce que tu fais et la parole d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on dit dans la bracha? Asher kideshanu be mitzvotav et tzivanu. Tu nous as ordonné de faire la chose suivante, c'est-à-dire que je prends conscience que ce que je fais, c'est pas moi qui ai décidé de le faire, mais qu'en réalité, je ne suis qu'un serviteur d'Akadosh Baruch Hu qui ne fait que réaliser la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Or là, ici, c'est comme si tu étudies la Torah, mais tu le connectes pas à Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que tu étudies la Torah comme si tu étudiais autre chose. Comme si tu étudiais de la science, de l'histoire, etc. Et ça, sur le fond, nos chachamim nous ont toujours dit que ça, c'est problématique. La Torah, tu as le droit d'étudier toutes les autres sciences, mais ce n'est pas comme la Torah. La Torah, c'est pas comme une autre science. La Torah, c'est la science majeure sur laquelle toi, tu te construis. D'accord? La fameuse image de la Ménorah. D'accord? Toutes les branches de la Ménorah, c'est quoi? Pourquoi il y a 7 branches dans la Ménorah? Parce qu'on nous dit que le monde, il est alimenté par 6 sciences fondamentales. Mais, la science essentielle, c'est celle du milieu. C'est celle de la Torah. Toutes les sciences peuvent être bonnes tant qu'elles sont rattachées à la branche centrale. Si la branche, elle n'est pas rattachée au milieu, c'est-à-dire si la science en question n'est pas rattachée à sa source, qui est la Torah, alors la science peut devenir dangereuse. Mais si tu restes connecté à la source de tout, il n'y a aucun problème. Les Juifs n'ont jamais eu aucun problème à étudier ni la science, ni la philosophie, ni rien. Mais tant qu'on ne perd pas le fond de l'identité. Donc la Ménorah, c'est bien le symbole du clan Israël, c'est que tu as toutes les sciences, mais la centrale, c'est la Torah. Donc là, ici, on nous dit quoi? Tu étudies la Torah, mais sans faire de bracha avant. Ça veut dire que tu lui as pas donné d'importance à cette Torah. Ça veut dire que tu considères que cette Torah-là, c'est comme une autre science. Tu considères que cette Torah, elle n'est pas connectée à Kadosh Baruch Hu. Et donc, du coup, tout cela amène à déconnecter la shrina du clan Israël et faire en sorte finalement donc, que le Beth Amikdash devienne une coquille vide et que c'est pour ça que les ennemis ont pu rentrer à l'intérieur pour le détruire comme ils l'ont fait. Halakha du jour. On commence aujourd'hui une nouvelle halakha, un nouveau chapitre. On parle du minyan.
la fameuse mitzvah du minyan, l'effort que l'on fait tous les jours, chacun d'entre nous, pour participer au minyan. On nous dit, Lamdou mea psukim, chez kol davar chez bigdusha, loye parot mea sara. On nous enseigne que toute chose qui est kadosh, qui est liée à la kdusha, ne peut pas se faire sans un minyan, sans 10 personnes. Daenu she'en omrim davar chez bigdusha, ela im ken yesh asara nashim gedolim, et donc on nous parle ici de 10 personnes adultes, bien évidemment. Davar chez bigdusha sarir asara hainu. Alors qu'est-ce qu'on appelle davar chez kedusha? C'est le kaddish, la kedusha, le barechou, la répétition de la Hamida, la birkat kohanim, la kriyat Torah, la kriya de la haftara, ou shlosh esremidot, et le fameux vayavor, d'accord, que l'on doit faire. Dans toutes ces choses-là, on ne peut les faire que s'il y a un minyan. Bien sûr, il faut savoir que quand on fait vayavor à la maison, tout seul, lorsque exceptionnellement on n'est pas à la choule, il faut le faire en chantant avec les ta'amim. Pourquoi? C'est comme si tu lisais un pasouk de la Torah. Mais on le fait déjà en chantant. Non, je recommence. Quand on chante à la choule, c'est pas avec les ta'amim. On chante, ça c'est pas les ta'amim. C'est pas les ta'amim, ça c'est une chansonnette. D'accord? Je parle ici de ta'amim. Quand tu es seul à la maison et que tu fais Vaya Avor, comme c'est Davar chez Bigdusha, tu ne peux le faire que avec les ta'amim. Tu dois le faire avec les ta'amim. Pourquoi? Parce que c'est comme si tu faisais une lecture de paracha, comme ça à la maison, comme si tu faisais une lecture d'un passou. Alors que quand tu es avec Minyan, et là du coup on est dans la Kedusha, d'accord, là tu peux faire ton Vayavor avec la petite chansonnette, d'accord, sans problème. Non, ça c'est rien, c'est rien. D'accord, t'es dans le mouvement. Tant que t'es dans le mouvement, ça va. Mais si t'es plus, quand en plus t'es là avec le minyan, t'es là avec le minyan. D'accord, donc là ça va. Mais si t'es complètement décalé, alors là effectivement. Mais si t'es encore dans le minyan, quoi, dans le mouvement, ça marche. Est-ce que écouter les anonymes c'est suffisant? Il faut vraiment les prendre. Bah c'est comme tout, la tfila, minadine, l'écouter, ça me suffit. Mais c'est sûr que. On est en retard, mais on écoute un peu ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut rattraper? Ah non, je peux pas. Si moi je fais autre chose, je lis autre chose. Ouais. Alors non, ça marche pas. Et tu le fais? Ah, ça c'est clair, parce que normalement, si tu es dans ta Hamida, tu es concentré dans ta Hamida à 1000%. On finit la Hamida, mais on reprend où est le Kaal, ou on recommence toi? Ah non, tu prends la suite. Ah, de ta suite à toi, pas la suite du Kaal. C'est normal. Si on est en retard, du coup, qu'est-ce qu'on fait alors? Alors tout dépend à quel point je suis en retard. Si je suis très en retard et qu'ils sont loin maintenant du Vayavor, je dois le chanter avec les Ta'amim. Bien sûr, je dois le chanter avec les Ta'amim si je suis plus dans le minyan. D'accord, Les Ta'amim du Vayavor, si je suis plus dans le minyan. Exact. Ah oui. Ah oui, c'est clair. Tu dis ça en Ah bah oui. Ça veut dire que si moi, le cœur, si je suis pas alors pas à la seconde près, mais si je suis pas dans le mouvement, c'est qu'en réalité je suis plus dedans. D'accord. Alors j'aurais sauvé peut-être une kedusha parce que j'ai sauvé une kedusha. C'est de toute façon mieux. Parce que le truc c'est quoi? Ah bah je suis arrivé en retard, du coup je vais pas. On nous dit non, parce que c'est quand même mieux de venir à la choule pour faire cette fille-là, même si j'ai raté le minyan. Si on est seul, quand on est là, on le saute. C'est clair. Si t'es seul et que tu sais pas faire ta mime, tu sautes Vayavor. C'est simple, les Ta'amim. Mais j'ai pas dit que c'était compliqué. Je vous donne la halakha. Arrêtez de l'embêter. Je n'ai pas dit que c'était compliqué. Mais nous, on c'est fait la les halakha. Ta'amim, là, quand on fait, c'est les Ta'amim. Non, c'est une chansonnette. Bah, Ça, c'est pas les ta'amim, ça. Ça, c'est pas les ta'amim. C'est un peu chanté. C'est une chanson. Qui ne connaissent pas les notes, ils le lisent sans. Alors ça, quand on est avec Minyan, ça pose aucun problème. Mais quand je suis seul à la maison, c'est bien ce que la halakha nous dit aujourd'hui. C'est que quand je suis seul, je ne peux pas lire ce texte. Je ne peux pas lire. Mais c'est pas qu'il vaut mieux. C'est que je ne peux pas le lire parce que c'est comme le Kaddish. Tu me dis, ah ben le Kaddish, alors il vaut mieux ne pas le lire. Non, c'est pas qu'il vaut mieux pas le lire, c'est que tu peux pas le lire. Le Vaya Avor, c'est un texte qui est Kedusha. Et donc si tu es seul à la maison ou qui est complètement décalé et que tu ne connais pas les Ta'amim, donc apprenez messieurs les Ta'amim, il y a un cours le dimanche matin pour les Ta'amim. Et il y a des grands enfants, tant que tu connais pas, t'es un enfant. D'accord? Donc, voilà, il y a un cours après, en attendant la Brit Mila, il y a un enregistrement de Vaya Avor. Donc, ensuite, juste pour terminer. le vidéo, tu fais. Si juste va y avoir, tu fais. Juste pour terminer. D'où est-ce qu'on apprend toute cette notion, c'est quand même assez incroyable, de minyan, etc. Chez Nehemar, Venigdashti Betor Bene Israël, ou Meraglim Nehemar, Ibadelu Mitor Haïda Azot. Il faut savoir que la notion de minyan, de 10, ça prend des explorateurs, d'accord, où on dit que les explorateurs étaient les 10 à avoir calomnié la terre d'Israël. Et alors c'est un jeu de Gemara, c'est un jeu de Xerashava, etc. D'accord, donc c'est quoi le truc? C'est qu'il y a écrit Mitor et Betor.
Venikdashti Betor Bene Israël. Je me suis sanctifié au sein du peuple d'Israël. C'est de là qu'on apprend que Akadosh Baruch Hu, il a de la Kedusha quand il est au sein du peuple d'Israël. Maintenant, le peuple d'Israël, c'est combien? Alors, pour trouver c'est combien, je vais chercher dans la Torah un autre endroit dans lequel il y a le même mot, Betor. Et là-bas, le mot Betor, il arrive où? Dans les histoires des explorateurs. Et là-bas, ils sont combien? Ils sont 10. Donc, la Gemara a fait le raisonnement suivant, en disant, de la même façon qu'il y a écrit, je suis sanctifié Betor, et que les explorateurs, ils étaient Betor, alors voilà, 10, c'est de là qu'on apprend. Exactement, c'est de là qu'on apprend que le minyan se compose à partir de 10 personnes. Il y a d'autres sources aussi. Mais celle qui est, la plus, on va dire, classique, c'est celle qui est rapportée ici, Betor, Chazak ou Baruch.